Bonsoir à tous. Donc, je suis Tristan Vorulen et j'ai décidé ce soir de vous parler d'un sujet qui me passionne et que j'espère vous communiquer en termes de passion et d'intérêt. C'est celui de l'intelligence artificielle symbolique. Et on va voir ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas là. C'était vachement intéressant. Et je vous invite à un voyage métaphorique de Marseille à Marseille, d'une vieille ville grecque à Marseille terre d'IA, puisqu'aujourd'hui, Marseille fait partie de plein de projets transversaux, publics, privés, où Marseille, région sud, est une terre d'IA. Le sujet d'aujourd'hui, je pense que j'ai passé la présentation, qui je suis, un passionné d'intelligence artificielle, un vieux docteur en intelligence artificielle des années 2000. J'ai travaillé aussi une quinzaine d'années dans les entreprises sur des choses moins passionnantes, mais tout à fait intéressantes, comme les ERP, les systèmes d'information, les flux de données, la data, beaucoup de data. Beaucoup de veille sur l'intelligence artificielle depuis le début de mes études, dans les années 90. Et puis, je dirais 52 ans d'apprentissage, comme toute ma vie est celle d'un apprentissage. Je dirige la partie pédagogique de la plateforme pour la data et l'intelligence artificielle, donc pour des bachelors et les masters. Et aussi, je suis co-directeur ou co-responsable du laboratoire d'intelligence artificielle de la plateforme, qui est une business unit tournée vers les entreprises. On va parler ce soir de tokens, de symboles, et d'un miroir qui était celui d'Alice, Alice au pays des merveilles. Pour ceux qui ont lu Lewis Carroll, vous connaissez cette espèce d'immense conte de fées qui transporte un personnage dans une aventure avec le langage, la logique. Et Lewis Carroll, c'était un passionné de logique. Il a écrit aussi d'autres livres d'introduction à la logique, au raisonnement. Et c'est ce qui va me guider aujourd'hui dans cette traversée. Pourquoi je pense que c'est une métaphore? Eh bien parce que ce soir, nous allons voyager dans l'histoire, dans le passé de l'intelligence artificielle. Et on va partir de la Grèce antique, d'Aristote, de cette époque-là, jusqu'à revenir à l'IA d'aujourd'hui, celle qui fait le buzz. Et il y a quelque chose qui n'a pas trop bougé dans les 3000 dernières années, c'est qu'on parle. On parle. Et on sait bien faire ça, surtout à Marseille. Nos ordinateurs ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'on leur dit. Et ça fait partie justement du travail des informaticiens dans les années 50 jusque maintenant, de s'emparer du langage et d'essayer d'en faire quelque chose, d'abord de le comprendre, de raisonner avec celui qui s'exprime. Alors pour commencer, je vais parler de raisonnement, je vais parler de jeu de miroir, et avec vous, on va essayer de jouer sur les mots, et puis on va traverser l'âge symbolique de l'IA, l'âge connexionniste de l'IA, et envisager ce qui pourrait être l'âge de l'IA générale. Et pour finir, on conclura en revenant à la réalité de cette semaine de 2025, où il fait à la fois très chaud, et où on se prend un mur de chaleur, et où l'IA se prend un mur aussi, un mur qui est celui du raisonnement. Ça ne pouvait pas plus bien tomber. On va parler de mots qui peuvent nécessiter un peu d'explication, mais je ne veux pas que cette séance soit une séance scolaire, scolastique. Je voudrais juste vous confier de la passion autour des mots et faire briller les nuances qui peuvent émerger lorsqu'on met les mots les uns contre les autres. Le logos, c'est le langage de la Grèce antique. La rationalité, c'est ce qui peut en émerger
lorsqu'on va commencer à analyser et découper le sens. Il y avait à la même époque un certain Platon qui faisait bouger et danser les ombres sur les murs de la caverne. C'est une époque de mythologie. Et donc, je vais employer autant que possible de la métaphore. La métaphore, c'est un voyage, c'est un déplacement, c'est un transport. En Grèce, encore aujourd'hui, vous avez des camions qui portent le mot métaphora, qui veut dire déménagement. On va parler de rhétorique aussi, parce que c'est un exercice, celui de l'éloquence, ce n'est pas mon cas, un exercice de qualité auquel s'entraînaient les rhéteurs. Et encore au XXe siècle, on trouve de la suavité dans le texte et dans l'oralité. Un certain Barthes, pas le gardien de but, mais Barthes Roland, linguiste, qui s'est pris un camion qui n'était pas un camion de déménagement en sortant de son école, parlait de la suavité du langage et du texte. Si je m'intéresse au raisonnement, c'est parce que on va s'empêtrer dans le texte pour en tirer une essence que les ordinateurs ont d'autant plus de mal à faire émerger, qui est celle du raisonnement, du syllogisme et de la preuve. Qu'est-ce que ce sont que ces choses? Alors pour commencer, on va très loin en Grèce, du temps de Socrate, du temps de Platon, et à l'époque, ces gens-là ont mis un drapeau par terre en disant « ChatGPT, c'est pour toi. Connais-toi toi-même. » On revient dans 2500 ans. ChatGPT peut s'en sortir avec ça. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure du bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Et celui-là, il est aussi pour l'éthique des modèles de langage d'aujourd'hui. Aristote dit que le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement. C'est ce que j'aimerais que vous gardiez en sortant de cet échange ce soir. C'est l'étonnement de ce que sont les choses pour ce qu'elles sont. C'est un peu tautologique. Et pour quelqu'un qui est un grand penseur, on va très vite se tourner vers les sorites de sa pensée, les syllogismes qu'il a introduits dans l'organon. La majeure, tous les hommes sont mortels. La mineure, Socrate est un homme. La conclusion, donc Socrate est mortel, font partie de ces choses qui servent à représenter symboliquement la pensée et le raisonnement. Le modus barbara, qui est le mode dit parfait, toute prémisse qui dit toute M et P, M étant les hommes, P les mortels. La mineure qui est S et M, S étant Socrate, et la conclusion S et P, donc S est mortel. Ça, c'est un raisonnement qui vient contrarier la pensée tumultueuse, non élaborée, et celle qui, encore aujourd'hui, achoppe à nos oreilles et vient faire saigner les tympans lorsqu'on discute de tout et rien, de politique, lorsqu'on lit des raisonnements fallacieux de tous ordres, et encore aujourd'hui. La raison et la pensée ne s'est pas arrêtée en Grèce. Il y avait un penseur romain qui a, à mes yeux, un travail conséquent, qui est celui de Porcius Latron. Dans ses controverses, il a écrit une centaine de controverses que Sénèque a recensées. Il était un ami de Sénèque, père et fils. Et Porcius Latron dit ceci: « L'esprit et ses œuvres ne sont qu'un morceau de la nature, la branche d'un arbre perdu parmi les autres branches. La raison n'est au regard de l'arbre qu'un tout petit bourgeon compliqué et sanglant. » Et la raison, on va aller la chercher ce soir dans les tréfonds d'un modèle de langage, mais dans la nature et dans tout ce qui nous entoure, dans la rue, lorsque nous discutons avec les gens, la raison, c'est une chose un peu fragile qu'il va falloir préserver.
quelque part, et s'en émerveiller, pourtant que ce soit possible. Rechercher la vérité, pour lui, il aime bien choquer avec des phrases courtes. C'est comme monter à cheval pour pénétrer dans la corolle d'une fleur. Parce qu'il n'y a pas besoin de gros raisonnements pour les choses sensibles de la vie. Et parfois, le silence est meilleur que tout le reste. La réflexion rationnelle, pour lui, cependant, avant qu'il devienne fou et qu'il mette fin à ses jours, c'est peut-être ce qu'on a fait de plus sentimental. On va traverser quelques siècles et on commence à s'intéresser au raisonnement. Alors, il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. L'algorithmique est déjà quelque chose qui existe sur le papier. Penser, c'est manipuler des symboles. Raisonner, c'est calculer. On va arriver à ce fameux symbole, cet objet qui veut désigner le réel, et s'en servir pour calculer, pour raisonner. Et puis, on va forcément croiser cette tête de bois de Descartes, qui pense donc qui est, et Salut GPT fait pareil. L'univers est écrit dans le langage des mathématiques, et cette pensée, c'est presque un credo, c'est un souhait positiviste d'avant l'heure, l'idée même qu'on puisse écrire toute la pensée dans le langage des mathématiques. Et puis encore un petit coup de pied pour ChatGPT. La dernière démarche de la raison sera de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. Actuellement, un LLM ne sait pas s'arrêter pour dire « je ne sais pas ». Et je voudrais saluer Pascal Quignard qui a consacré sa vie à la pensée, à la raison, au langage, à la musique, et dire ceci, extrait de son petit livre « La raison ». Il est possible que les guerres de 1914 et 40 aient rendu peu convaincante la distinction entre civilisation et non-civilisation, blablabla. Elles ont en tout cas éteint la possibilité d'opposer la rationalité et le désordre meurtrier. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La raison, c'est l'outil aussi du mal. Ce n'est pas que l'outil du bien. La raison, la ratiocination, la rationalité sert les desseins les plus tordus des tyrans. Et il est encore temps de s'en rappeler. Il ne suffit pas de se dire que les méchants sont ceux qui pensent mal et les gentils sont ceux qui se servent correctement de leur raison. Ce serait trop facile. On va aborder un petit jeu de miroir et essayer de passer très vite là-dessus. Pour autant, je voudrais parler du symbole. Le symbole, c'est notre ami depuis tout à l'heure, on voudrait bien savoir ce que c'est. Un signifiant, un signifié, un prédicat, une variable. On va parler d'analyse et de synthèse, de compréhension au milieu, d'un token, qui est le mot de l'année, le mot des 2-3 dernières années, et pour moi, le mot des 25 dernières années. Depuis que je fais l'IA symbolique, on a des tokens. Et le token, il a une valeur, une interprétation, et récemment, comme les souris vertes, on va le tremper dans quelque chose et on va en faire un vecteur multidimensionnel. Et puis on va parler d'homme et d'intelligence artificielle et en arriver à ce reflet ultime du miroir automate, qui est cette idée, l'idée première de Descartes, qu'un animal puisse être automate, qu'un homme puisse être automate, que donc cette machine que l'on est en train d'appeler intelligence artificielle devienne le miroir de notre cognition, de notre pensée, de nos compétences humaines. Le symbole, il y a très très longtemps, c'est un objet qu'on casse en deux, qu'on jette devant soi lorsqu'on retrouve quelqu'un avec qui on a un contrat. Ce sont là cette main où il y a le pouce qui croise le pouce comme dans une poignée de main, et au dos il y a le contrat qui est gravé. Je t'offre l'hospitalité à vie pour ce que tu as fait pour moi, mes enfants, etc.
où il y a ces jetons, donc des tokens, qu'on va casser, et on va chacun garder un fragment. Alors il n'y a pas que le symbole qui soit les choses qu'on jette devant soi, mais le symbole jeté devant soi, c'est donc une sorte de signe, un signe éloquent par le simple fait de le jeter. Le symbole, bon, là on va parler un peu de Saussure, il a une part signifiante, une part signifiée. Il a un référent, Socrate, c'est la personne dont je parle. Le signifié, c'est l'idée d'une personne qui s'appelle Socrate. L'idée qui se cache derrière Socrate, quand je ferme les yeux. Et le signifiant, c'est le nom Socrate que je prononce ou que j'écris. Et derrière, je vais pouvoir établir sur ce symbole Socrate, si je l'appelle X, pas mal aussi, S, je vais pouvoir faire des prédicats, c'est-à-dire commencer à réfléchir, à mettre en place des propositions qui ont une valeur de vérité. La compréhension, c'est aussi un jeu de miroir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je te comprends? Est-ce que tu sais ce que j'ai voulu te dire? Est-ce que j'ai voulu te dire ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as entendu ce que je voulais te dire? Etc. Ça suppose qu'il y ait un élément commun dans le langage que nous manipulons, que nous connaissons parce que nous l'avons appris ensemble. Et une partie du travail de la compréhension, c'est l'analyse. C'est Ulysse, sur un mât, qui dit à ses marins, détachez-moi, analysez. C'est la première fois qu'on trouve ce mot chez Homère, et il signifie déliez-moi, découper mes liens. Analyser, c'est retrouver les éléments simples qui sont attachés au sens, au texte. Et la synthèse, ça va être le mouvement inverse, ça va être la génération, la production d'un contenu qui relie ensemble tous les sens que je veux associer. Et le token, c'est un mot anglais, c'est un jeton, un segment, un fragment, un morceau. Il va avoir la taille que je veux. Et il va représenter, si possible, dans mon univers de linguiste, philologue du 19e ou de linguiste du 20e siècle, des unités linguistiques dans les formalismes que je manipule, le texte, l'oralité, la phonétique, le son, la pragmatique. Le token du temps de l'informatique, c'est un morceau de mots, un word piece, comme on va dire pour les LLM d'aujourd'hui, un word piece ou un byte pair, des morceaux d'octets qui représentent non plus une unité dotée de sens, comme le phonème ou comme le morphème, mais une unité qui va être celle qui est pertinente pour la représentation d'un engin informatisé. Pour autant, pour moi, un token, il est doté de sens, il a une valeur. Quand je parle de Socrate, c'est un individu dans l'ensemble des hommes, et puis par transitivité ou par déduction, suite au fait que j'ai mis en place quelques syllogismes, je sais qu'il est mortel. Il existe une interprétation à une phrase qui porte sur mon token. Elle est vraie ou elle est fausse. La vérité, si je cours après à cheval et qu'elle se cache dans une corolle de fleurs, bon, je ne vais pas y arriver comme ça non plus. Le token, lorsqu'on est aujourd'hui confronté à lui, c'est cette chose qu'on va présenter dans un espace vectoriel multidimensionnel et qui est associée à des relations sémantiques. Il y a par exemple, si je prends un roi, que je lui enlève sa masculinité et que je lui ajoute de la féminité, il va devenir une reine. C'est aussi facile pour Alice. La tension verbale ou la liaison entre les villes et leur pays, les capitales et leur pays, ce sont des vecteurs dans un espace à n dimensions qui orientent le sens. Cette découverte, elle est de 2013.
Elle est pile poil entre l'IA symbolique et l'IA connexionniste, entre deux hivers. Cette découverte, c'est celle qui permet de dire qu'un mot, il prend sens dans son contexte d'apparition. Il ne suffit pas de dire que le mot suit en anglais a un seul sens. Ça peut être un procès, ça peut être un costume. Dans le contexte où le mot suit apparaît, il va avoir telle dimension ou telle autre. Et donc le mot prend son sens dans le contexte, et donc il vit avec ses amis les autres mots. Grâce à cette découverte, elle ne tombe pas du ciel, mais on fait des fréquences, on fait de l'analyse fréquentielle inverse, on met tout ça dans des matrices, on secoue très fort, et on obtient ces espaces dimensionnels à 1024 dimensions, qu'on représente joliment comme ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va essayer de faire du sens avec, on va essayer de faire penser des machines avec ça. Aujourd'hui, l'ordinateur qui a gagné tous les secteurs de l'activité humaine ne prolonge plus le corps, mais l'esprit. Ça, c'est une phrase de Gérard Chazal. C'était sur ma table de chevet en 98, quand je finissais mon DEA. Et c'était le moment où je pense qu'il était temps d'attaquer une thèse. Peut-on poursuivre pour l'esprit l'analogie machinique que Descartes développait pour le corps? Ce miroir automate, pour revenir en arrière, le problème des miroirs, c'est que quand on regarde à travers, ils nous regardent aussi. Allons très vite dans le monde de l'IA symbolique. Nous sommes entre les années 50 et aujourd'hui. Elle existe toujours, l'IA symbolique, mais plus personne n'en parle, à part des gens comme moi qui ont vécu cette belle période où ce n'était pas encore l'hiver de l'IA symbolique. On faisait de l'abstraction, on faisait de la logique, et on trouvait ça très sentimental. Il y avait une forme de satisfaction à résoudre des contraintes qui dépassait la satisfaction des contraintes elles-mêmes. Une preuve formelle, rien de tel pour se lever du bon pied ou se dire qu'on a bien travaillé. La compréhension et l'interprétation, c'était l'objectif ultime. Et paf, voilà l'hiver. Alors, on est dans les années 50, 56, il y a toute une pelletée de gens super intelligents qui se retrouvent à Dartmouth, pardon pour l'accent, et ils disent, voilà les 6 piliers de l'intelligence artificielle, la simulation des fonctions cognitives humaines. Je vais accélérer un peu parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'IA générale. La simulation des fonctions cognitives humaines, le traitement du langage naturel, ça doit en faire partie, la résolution des problèmes de raisonnement, l'auto-amélioration, l'apprentissage automatique, l'abstraction et la créativité. Et aujourd'hui, quand vous pensez à ce que vous faites sur ChatGPT, vous vous dites, non, quand même, on n'est pas loin. Pas trop loin, quoi. C'est fou tout ce qu'on a réussi à débloquer. Là, s'il fallait considérer, oui, abstraction, on sait faire, créativité, on sait faire, apprentissage automatique, on sait faire, auto-amélioration, oui, ça le fait, bon, il faut un peu bricoler, mais ça le fait tout seul. Résoudre des problèmes, ouais, raisonner, bon, traitement du langage naturel, ah oui, la miracle, en 56, c'était pas gagné. Et il y avait même Herbert Simon, 2 ans plus tard, qui disait, dans 20 ans, c'est sûr, les machines vont tout faire. Là, tout ça, c'est fait. Dans 20 ans, c'est plié, donc 78. Et quand moi, j'ai commencé mes études, je voulais absolument travailler avec Alain Kolmerauer parce que j'avais lu des bouquins et que ça me passionnait. Donc, j'arrive dans le labo d'Alain Kolmerauer et il dit « dans 20 ans ». Mais il le dit en bégaiement parce que, et je le dis avec beaucoup d'affection, Alain avait beaucoup d'émotions et beaucoup de mal à faire circuler le langage vers sa bouche. Dans 20 ans. Et là, on nous dit que c'est maintenant, que c'est dans 2 ans, que ça y est, l'exponentielle va péter le plafond. On va voir. On va voir. Il y avait Church dans les années, donc un peu de cette époque de l'établissement, en gros, de la feuille de route de l'intelligence artificielle, qui dit
un beau programme est un bon programme. À Church, on lui doit les polices de caractère qui peuvent changer de taille. C'est un truc qui n'est pas déconnant, parce que c'est toutes les polices vectorielles que vous utilisez qui servent à faire des choses jolies. Church, il n'était pas que mathématicien, théoricien des graphes, grand ponte du lambda calcul. Il était aussi quelqu'un qui était sensible aux choses jolies. Alain Kolmeier-Auer, lorsqu'un programme d'un étudiant lui était présenté, il disait « il ne va pas marcher ». Il va marcher sans le lire, juste parce qu'il lui semblait beau. Alors comment on fait de l'IA symbolique avec du Prolog? On va aller très vite là-dessus. Voilà le système illico, j'ai travaillé dessus moi en 97-99. J'essayais de faire analyser les expressions françaises qui servent à exprimer une mesure. Cette chaise mesure 40 cm, 70 cm de haut, etc. Cette table pèse un âne mort. Les phrases qui expriment une mesure, c'est de la rigueur, c'est de l'expression rationnelle, etc. Comment on peut analyser du texte et le convertir en interprétation contextuellement correcte? Eh bien, on va traverser ça rapidement. Je prends le texte, je le segmente en tokens, on faisait déjà ça à l'époque, on dit segmenter en français, on dit tokenize en anglais, on coupe en petits morceaux de texte qui ressemblent à des mots. La plupart du temps, on passe à travers tout ce que l'Académie a appelé les mots composés, les expressions figées, les figements, toutes ces belles choses qui forment des mots un peu plus longs que les caractères contigus. On met des espaces, on met des caractères de séparation et c'est très joli. Le texte segmenté, déjà il se prend une claque avec l'informatique, mais on va considérer que si on l'a dans un dictionnaire, on va pouvoir l'embarquer dans une analyse d'un plus haut niveau. À partir de maintenant, si vous commencez à rêvasser pendant que je parle, c'est normal, c'est le principe de la métaphore. Allons-y. Le texte segmenté va être transformé en représentation syntagmatique. C'est quoi les syntagmes? C'est la syntaxe. Vous avez tous fait de la grammaire. J'aime la grammaire. Je suis philologue. J'aime les grands-mères. Je suis gérontophile. Non, ça c'est autre chose. J'aime la grammaire. Je suis amateur d'arbres syntagmatiques, de représentation en graphe acyclique dirigé ou en grammaire arborescente. Et cette forme arborée sert à structurer les dépendances qu'il y a entre un sujet, un complément, un verbe, un déterminant dans la phrase. Et à quoi ça sert de tenir ces dépendances et de savoir qui est le sujet, qui est l'objet? Eh bien, pour faire de la sémantique. Et avec Prolog, on sait bien faire de la sémantique parce qu'on a Prolog, qui est un système de résolution de contraintes, qui fait du lambda calcul et qui peut représenter dans son espace informatisé les équations, les prédicats, comme Socrate est un homme, etc. Mais on ne s'arrête pas là. En 97, on sait déjà qu'il ne suffit pas de bien raisonner. Il va falloir aussi s'assurer que Socrate est vraiment un homme. Vous vous rappelez des premiers bugs de GPT lorsqu'on lui demande combien de temps il faut faire cuire un œuf de vache? Ontologiquement, c'est pas sérieux. Mais sémantiquement, ça tient la course. Bon, on a une belle cohérence conceptuelle à vérifier et pour ça, il me faut des ontologies de tous les métiers. Donc, des ontologies générales, spécialisées, médicales, des individus, des relations entre les domaines. Un bel inventaire qui mérite quelques thésards pendant quelques décennies. Et un modèle contextuel va me permettre ensuite de vérifier que tout ce dont je parle sont des individus de mon environnement propre, proche, lointain, des objets du monde, avec des règles et des banques de règles. En Prolog, et c'est la seule fois que je vous montrerai du Prolog, une phrase est bien formée E si elle vérifie R5 et C. Et il doit exister R1, R2, R3, R4, R5, tel que la représentation lexicale est R1 et la représentation syntaxique est R2 et la représentation sémantique est R3 et la représentation conceptuelle c'est R4 et la représentation contextuelle c'est R5.
Donc j'ai un énoncé, j'ai réussi à acquérir sa représentation contextuelle en traversant toutes ces représentations. Et puis, non seulement j'ai des représentations, mais elles vérifient des contraintes C, qui sont toutes ces choses qu'on peut appliquer à R1, R2, R3, etc., sur la sémantique, la syntaxe. Et ça veut dire quoi en français? En gros, tu prends un texte, tu le découpes en mots, tu vérifies qu'ils sont dans le dictionnaire, tu vérifies qu'ensemble, ils forment une phrase bien formée, pas dans le désordre. Et en plus, on peut reculer, donc on ne peut pas revenir dans le temps, mais vous avez peut-être reconnu cette idée folle qui danse furieusement et qui est verte. C'est Chomsky qui se permet de dire la sémantique, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Les idées vertes dansent furieusement, c'est syntaxiquement correct, sémantiquement correct, mais conceptuellement... Allez, on revient de Chomsky. Et voici la représentation qui est cohérente de la phrase « Quels sont les États dont le PIB est supérieur à celui du Japon ?» Là, vous avez déjà plusieurs années de travail de plusieurs doctorants, thésards, chercheurs, des gens qui ont passé leur vie à inventorier des verbes de mesure, des gens qui ont passé leur vie à inventorier des relations entre ces verbes et leurs compléments. On est dans la philologie appliquée du XXe siècle. Donc on est dans une période où ce qui compte, c'est le nombre d'années de recherche subventionnées, de décennies. Voilà l'outil en question. Bon, vous reconnaissez, c'est un bordel. Il y a des flèches, il y a des règles, il y a un compilateur, un superviseur, une machine, un lexique. En gros, on a plein de ressources. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ça ressemble à ce qu'on connaît. GPT, il fait pareil. C'est une input et une output. Alors, pourquoi c'est l'hiver d'un coup? Parce qu'on arrête les financements. On coupe le robinet. Pas assez de ressources. Ça prend un temps fou. La construction est manuelle. En plus, c'est un petit coup de blues, mais le langage, pendant que moi j'étais en train d'inventorier, les jeunes, ils ont inventé et plein d'autres mots qui ne sont pas dans mon lexique. Donc il faut recommencer. Manque de robustesse. L'entrée doit être bien formée. Et ouais, j'ai oublié un accent, bam. Donc tout mon arbre syntaxique qui s'écroule parce que j'ai oublié un accent, une virgule que j'ai pas fait comme il s'était marqué dans la grammaire. Les limites computationnelles, on parle de CPU à l'époque, c'est la catastrophe aussi. Dès que vous devez raisonner sur des contextes avec la pièce d'échec qui est un cheval qui est à côté du fou sur la place E9, E7, et qui est en face de Paul, qui est en train de réfléchir à ce que lui disait Jean-Pierre, etc. On rentre dans des schémas de déduction où Prolog, il ne sait plus faire. Enfin, il va faire, mais il va mettre un temps fou. Et la différence avec ChatGPT, et vous le verrez tout à l'heure, c'est que lui, il va y arriver, Prolog. Ouais. Même si je lui donne des paquets de valises de contraintes qui ne servent à rien parce que ça ne sert plus qu'à des linguistes, il n'y a personne qui se met ça comme contrainte dans la tête, eh bien, il y arrive, Prolog. Mais ça ne plaît pas, ce n'est pas marketing. On a vendu des machines avec du Lisp dedans, mais il faut former des utilisateurs à un niveau qui est Bac plus... Alors, l'IA symbolique se fait aider, parce qu'en plus elle galère, par l'IA connexionniste qui est en train d'arriver, c'est-à-dire les petits réseaux de neurones. Et moi, dans les années 2000, donc je commence ma thèse, j'abandonne Prolog et tout ce joli monde, j'attaque les grammaires par contrainte qui peuvent être assouplies, on peut mal parler, etc. Et je me rends compte qu'on a des problèmes pour que le lexique soit bien catégorisé syntaxiquement, et il faut un truc non déterministe. J'ai des kilomètres de représentations morphosyntaxiques qui ont été faites il y a 20 ans, qui sont plus justes. Qu'est-ce que je fais? J'utilise le truc américain qui vient de sortir, qui utilise des stats. Et l'IA connexionniste est là pour m'aider à me dépatouiller de mon IA symbolique. Il va falloir accélérer. Alors, c'est fabuleux tout ça. C'est l'hiver parce qu'on a coupé les ponts. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Bon, on ne peut pas dire que tout ça, c'est de la magie, hein. C'est pas... mais pourtant, c'est suffisamment avancé. On verra tout à l'heure pour ChatGPT. Tout l'effort de l'intelligence artificielle consiste essentiellement à lutter contre la rigidité des ordinateurs.
Ça, c'est plutôt sincère. Et c'est qu'on commence, quand on s'est pris le mur, à se dire que l'humiliation valait le coup parce qu'il y a une morale. Et on est en 79, lui, il est avant le coup de blues. Il a quand même compris que tout ce bazar, c'était quand même pour se dépatouiller avec la difficulté de représenter l'univers dans une espèce de bout de métal. Ça rentre pas. Et je parle même pas de traitement d'intelligence artificielle, mais vous pouvez rentrer un chômeur dans un système Pôle emploi, ça rentre pas. Vous pouvez rentrer une famille dans un système de la caisse d'allocation familiale, ça rentre pas. Parce qu'il y a un problème de représentation. Et déjà, avant l'IA, on ne sait pas faire. On doit lutter contre les limites de représentation de nombres entiers, de nombres virgules qui flottent, qui coulent. L'IA symbolique, c'est des échecs et puis des choses qui nous restent aujourd'hui. On s'est bien planté, on pensait qu'on pourrait traduire toutes les langues, tout comprendre, tout résumer, faire de la recherche d'informations dans des masses de données qu'on ne sait même plus lire quand on a un cabinet d'avocats, par exemple. Certains biais déductifs, je ne sais même plus pourquoi j'ai écrit ça. Bon. La connaissance est incomplète, voilà, c'est ça. C'est que l'IA symbolique va faire des déductions, mais n'est pas capable de gérer la connaissance incomplète. Alors on doit se doter, ça c'est l'idée positiviste, de logiques supplémentaires, des logiques floues, des logiques modales, des logiques à losange, des logiques à triangle, des logiques avec des ronds, des plus, des moins. On fait de la sémantique avec des cheveux. C'était une époque fabuleuse d'aller en conférence à cette époque-là. Ce qui va en rester aujourd'hui, c'est des bons systèmes experts qui servent dans des niches, à l'usine, sur des hauts fourneaux, pour mesurer des températures, pour prédire un diagnostic, etc. Le web sémantique, qui est l'invention de la couche sémantique sur le web, vous ne connaissez pas, puisque ça a été abandonné, il n'y a personne qui se dit bénévolement, je vais mettre des étiquettes sémantiques sur des tags, sur des fichiers HTML. Même aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas de bénévoles pour ça. La représentation symbolique du discours, ça reste, c'est dans le tiroir qu'on va sortir en 2025. Là, maintenant, tout de suite. On va devoir le sortir, ce tiroir de représentation symbolique. Le raisonnement formel déductif, la traçabilité et l'analyse de la synthèse. Tracer, retracer, parce que ça, ChatGPT ne sait pas faire. C'est une boîte noire. Et l'IA symbolique, c'est l'IA des traces. Je peux retracer tout le sorites de raisonnement, toute la suite syllogistique qui m'amène des prémices à une conclusion et me dire où je me suis planté. Demander à ChatGPT, et même quand il vous donne sa trace de raisonnement, là il ne le fait plus aujourd'hui à cause des problèmes de marketing et des problèmes de copie, de plagiat. Donc maintenant vous n'avez même plus droit à ce qu'il dit être une trace, mais vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé dans le moteur de raisonnement. Et ce qui se passe, c'est pas Jojo. Bon, est-ce que l'intelligence artificielle a été assez humiliée en 80, 90, 2000, en tout cas, elle a été un peu réduite à se dire ceci. Et ça, c'était quand même mes profs, enfin un abeillé. Alors, ça vaut le coup d'être dit, et même si la soirée devait s'arrêter là, ça vaut le coup, ça. L'IA simulatrice dissimule son fonctionnement. On est en 94. Mais là, c'est les grands oracles, hein. C'est les prophéties. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, lisez les publis. L'IA simulatrice dissimule son fonctionnement. Alors, elle ne parle pas de ce qu'elle fait, elle, en sémantique, parce que justement, après, c'est pour dire, Anna Beillet, François Rastier et Marc Cavazin, eux, ils font de la sémantique opérationnelle, ça sert à quelque chose dans une usine, dans un processus industriel. Les systèmes de pseudo-dialogue, c'est comme Elisa à une période, qui avait attiré le public parce qu'ils se mettaient à s'enticher de cette Elisa, et ils parlaient, leur confiaient leurs sentiments, leurs peines. Ça ne vous rappelle rien? Mais ça, c'était la première IA qui se met à parler avec des bouts de code bricolés. C'est pas de l'IA, quoi. C'est juste de la complétion de phrases, et puis bon, ça peut remplacer un ami,
Parce qu'on est tous comme ça. On cherche la vérité dans des corolles de fleurs montées sur un cheval. Bien des systèmes actuels n'en diffèrent que par un degré de complexité plus grand. Donc on est 30 ans après, après tout ça, et on a encore des degrés de complexité plus grands. L'usager, ça c'est l'anthropomorphisme, devient un interlocuteur. Pourquoi je vous mets devant une interface homme-machine, je vous dis vous êtes usager, ça vous va. Mais si vous parlez à une IA, vous devenez interlocuteur. Vous faites une interaction verbale, langagière, textuelle, vous entamez un dialogue. Votre système se représente, l'utilisateur, il sait qui vous êtes. Il se représente parce qu'il a un contexte, une représentation sémantique et tout ça. Si le système mime un interlocuteur humain, cela devient plutôt une gêne. Ça, c'est la uncanny valley que rencontrent aujourd'hui les personnes qui sont mises face à face avec un robot qui ressemble un peu trop à un humain. Mais pas assez. Mais pas assez peu. Cette gêne et tout ce pressentiment, c'est, pour ces personnes, quelque chose d'assez pompeux et d'assez inutile. Plaisant, ça sert en gros un marketing qui n'était pas là à l'époque. Si on avait mis les milliards qu'on met aujourd'hui, peut-être qu'on aurait eu des Elisa qui chattent avec vous. Et en fait, vous ne le savez pas. Mais à côté de Prologue, il y avait Prologia, une boîte qui vendait des IA avec des ontologies qui chattaient sur 3615 avec vous pour vous tenir des heures en ligne. Ça se vendait très bien à l'époque. En somme, le dialogue homme-machine n'aura pas lieu. Et elle dit ça en 94. Donc c'est faux. Il a lieu, le dialogue homme-machine. Est-ce qu'il y a assez d'humilité dans tout ça? Alors, on est quand même à une époque où l'âge connexionniste décolle. Les tokens, maintenant, on va les plonger dans des espaces multidimensionnels. L'espace de représentation va nous intéresser parce qu'il est un endroit où se passe le raisonnement. L'attention et la tâche sont les choses qu'on sait faire quand on est une IA. Je sais mettre mon attention quelque part, je sais faire des choses nouvelles, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, et on me donne un RAG, un outil pour aller voir des documents que je n'ai pas lus pendant mon entraînement. Je sais faire des arbres et des chaînes de pensée, donc je sais tout faire. Est-ce que je sais raisonner? Ah non. Ou pas? Alors, vous êtes ici. La première partie, c'était là. Là, c'est l'intelligence artificielle. Bon, il n'y a pas besoin de Larsen. On est dans l'époque du machine learning, on est dans l'époque du deep learning, on est dans l'époque de l'IA générative. Et ChatGPT, c'est un tout petit point sous le R. Tout petit point. Le deep learning et l'IA générative, c'est beaucoup d'autres choses. Mais dans cette période folle, en 2 ans, on a mis tous les milliards possibles de la planète sur ce point. Et on a mis tout le reste, de toute façon c'était déjà dans le tiroir, mais de côté. Alors, c'est super, les Transformers arrivent, pam, 2017-18. Les Transformers, c'est ce bazar. Ça, c'est faire des images avec du bruit, parce qu'on lui apprend à mettre du bruit dans l'image et à apprendre à faire le chemin inverse. Ça, c'est parler. Ça, c'est traduire. Ça, c'est communiquer des idées nouvelles. Ça, c'est travailler avec des idées en conflit. Là, vous êtes dans l'espace de pensée de Claude. C'est l'espace des représentations. À droite, vous êtes dans une vue de l'esprit faite par une IA de ce que c'est que l'espace latent qui représente une image de chat fragmentée pour reconnaître un chat, quelle que soit sa position. Bon, c'est la diffusion ou c'est l'espace des représentations linguistiques. Comment je peux faire des raisonnements là-dedans? Ben moi, je fais de l'IA symbolique, je ne sais pas, je regarde le train arriver, je regarde le train rentrer dans ma salle à manger, je regarde le train pénétrer l'univers de l'usage. Et je me dis, avec naïveté, après tout, nous, qui étions si positivistes, pourquoi donnerions-nous des leçons à ces petits jeunes qui débarquent
et qui voit émerger des compétences que nous n'avions pas vues venir. On apprend à ChatGPT à faire une fin de phrase, et 2 minutes plus tard, bon, quelques mois plus tard, en l'entraînant bien, il sait faire des résumés, il sait faire des synthèses, il sait regrouper des choses qui n'étaient pas liées entre elles, il sait rajouter des bullet points à du texte, et il sait enlever des bullet points à du texte. C'est fabuleux. Même si ça n'a pas vraiment d'importance pour le progrès de l'humanité. Aujourd'hui, un LLM, il vit dans un écosystème avec du retrieval, des outils, des agents. Et on va passer la parole après à Laurent. Et il nous parlera de comment ces agents parlent entre eux. Ça va très vite. Mais on ne sait toujours pas comment ça pense là-dedans. Alors, 2 choses. Il y a Sylvain Montmori, donc, qui est un directeur marketing, qui dit les IA génératives génèrent, mais elles ne créent pas, elles calculent, elles ne pensent pas, elles s'exécutent sans conscience et sans rien comprendre. Donc ça, c'est le côté pragmatique, froid et quand même assez honnête. C'est un constat qui vaut le coup d'être considéré. Et puis on a Cédric Villani, qui est d'ailleurs le parrain de la formation IA de la plateforme. Cédric Villani qui dit on peut appeler IA toute technique algorithmique sophistiquée, cherchant, alors je ne peux pas le faire avec sa ferveur, mais cherchant à être très efficace dans une situation complexe, si efficace qu'on pourrait croire qu'il faut un humain pour faire ce travail, le simulacre, hein, le miroir, et qui fait le buzz. Parce que si vous n'avez pas une licorne à 1 milliard, si vous n'avez pas une start-up qui fait le buzz, vous ne faites pas de l'IA, vous faites du bricolage. Jusqu'à ce que vous soyez coté. Mais ça, c'est un constat très honnête de Cédric Villani. Actuellement, on fabrique du buzz avec des trucs qui ne sont pas de l'IA. On décroche du crédit impôt recherche à tire larigot si on sait tirer les bonnes ficelles et si on sait mettre les bonnes phrases. La plupart du temps, une confusion, c'est que machine learning, ce n'est pas de l'IA. Mais vu que c'est une machine qui apprend, ça fait quand même bien le job. Alors, comment je fais plus d'intelligence avec une machine qui est bête parce qu'elle a appris à faire de la moyenne? Une machine qui est bête, oui, qui est médiocre, étymologiquement, donc elle fait la moyenne de tout ce qu'elle a appris. La norme, c'est la stat. La stat moyenne, je produis la prédiction du prochain mot, qui est le mot le plus moyen de tout ce que j'ai vu avant. Le chat mange des croquettes. Bon. Je veux faire plus d'intelligence. J'en veux plus, toujours plus. Avec plus de milliards en plus. On paye très cher pour ça. Alors on sait faire plus gros, plus vite, plus d'électricité, mais on ne sait pas faire plus intelligent. Et la bonne idée, c'était, on remonte à cette vieille période, on coupe les grosses tâches en petites tâches. On fait des slices, on découpe le complexe en plus simple. Et on fait des arbres de pensée, et on fait des chains de pensée. Et ça va pas. En fait, on peut couper certaines parties de la difficulté en petits algorithmes plus simples. Mais si je vous demande, je ne ferai pas l'exercice parce qu'on n'a pas le temps, mais si je vous demande quelque chose qui contient beaucoup de dépendances, trouvez-moi là, en sortant à Carrefour, je ne sais pas où, une machine qui a à la fois beaucoup de CPU, qui ne fait pas de bruit, qui ne coûte pas cher, ou une voiture si vous préférez. Bon. Eh ben, vous pouvez découper le problème en petites parties. Vous allez trouver un moteur qui ne consomme pas beaucoup et vous allez revenir avec un moteur de trucs pas cher qui consomme presque rien, optimisé pour ça. Et à côté de ça, vous avez des grosses roues parce que vous voulez que ça aille sur tous les chemins. Vous allez trouver, donc, en fait, vous allez revenir avec une solution hybride qui est une non-solution, qui est une incompatibilité entre les sous-domaines pour lesquels vous avez remonté des sous-problèmes. Et malheureusement, ça se casse la figure. Est-ce qu'on peut encore tirer du jus de raison de ces bestioles? Alors, on va ajouter des brouettes de maths, de corpus. On va même faire appel aux symbolistes. On va sortir des tiroirs, des ontologies. On va aller les mettre là-dedans. On va aller mettre là-dedans des chaînes de pensée. On va aller les mettre avant, pendant, après la phase d'entraînement, la phase de test, etc. Et en plus, dès qu'on a une goutte, 0,004% d'accuracy en plus, on fait une publi. La machine a publié aujourd'hui
C'est de la machine à jus de raison. Et c'est sans fin. Enfin, pas tout à fait, parce que le bébé IA, il est temps d'introduire les symboles. Il est grand temps qu'il apprenne à manger multimodal. Et mettez le texte, il va manger des images, des vidéos, du son. Et il va couper tout seul ces tokens. C'est fini le tokeniseur des années 70. Tu coupes tout seul tes tokens. Tu te débrouilles. Tu as un signal, tu as des capteurs. Et tu recraches les copyrights parce que ça se fait pas de manger du copyright. C'est pas bon. Tu manges, même si c'est des amphigouries, pourquoi il faut manger de l'amphigourie, du toxique, etc., du porn, du 4chan, du postmodernisme et des trolls russes? Pourquoi il faut manger ça? Ben parce que si on ne lui apprend pas, il ne va pas savoir faire le tri. Dans l'espace de représentation de Claude, ouais, il est là. Si je ne lui ai pas appris ça, là-bas, ce qui est toxique, ce qui n'est pas bon, il ne sera pas fichu de le distinguer quand il va le rencontrer la première fois qu'il va le voir. Donc il faut lui apprendre. Heureusement, c'est une bête machine. Il va s'en remettre du postmodernisme, du post-structuralisme, de la déstructuration, etc. Mais non, il faut bien faire le tri et apprendre avec les bons sourites, les bons syllogismes et même les fallacies. Bon, alors pourquoi il y en a qui disent que ça y est, l'hiver arrive, alors qu'on est en plein mois de juillet? Eh bien, il y a Apple qui a dit « c'est l'illusion de la pensée », il y a le MIT, hier, avant-hier, ça vient de sortir, l'IA Potemkin, ça y est, c'est de la grosse foirade. C'est de la façade, c'est de la peinture sur rien. Alors pourquoi ils disent ça? Bon, en fait, parce que l'IA, elle s'est coltinée une falaise, un mur. Enfin, tout dépend de quel côté on est. Vous augmentez la complexité des problèmes de raisonnement que vous donnez à vos IA génératives, et la pertinence de sa réponse va chuter drastiquement. On est dans le mur, ou une falaise, et clairement, c'est les LLM, c'est tous les LLM, rien que les LLM, tous. Même ceux qui pensent, ceux qui ont des chain of thought, ceux qui n'ont pas de chain of thought, tous. Parce que derrière, il n'y a rien que de la simulation, du remplissage de patterns et de la probabilité. Et que moi, qui étais là, assis, étonné, à voir émerger la traduction multilingue, des compétences qu'on a passé des années à essayer d'inventer avec de la logique symbolique, on voit émerger des trucs fabuleux et on se dit, pourquoi pas après tout? Nous, on y arrive bien, mais on n'a pas la grammaire générative dont parlait Chomsky. On n'a pas la pensée syllogistique câblée. C'est une belle occasion de faire plus de recherche, dirions-nous, nous chercheurs. Mais allez dire ça aux investisseurs. Donc, est-ce qu'on va se prendre un hiver? En tout cas, on a un problème. Et problème, c'est rigolo, ça veut dire ça, c'est une avancée de terre sur le vide. Bon, est-ce qu'on y est? Alors, c'est l'IA générative ou les LLM. Et personnellement, je vais rester positif, malgré 2 hivers, des claques, des murs, parce que une certitude, oui, on pense, et donc on est, non? Et le miroir nous le dit aussi. Bon, on peut continuer. Ne pense pas, ne raisonne pas, ne calcule pas, stimule. Voilà ce qui se passe, et même ment. Énormes ressources pour l'entraînement, gourmandise énergétique, manque de robustesse, complexité. C'est pas gérer la complexité. Et on a beau rajouter des GPU, on va avancer d'1 degré de complexité, mais le truc se casse la figure un pas plus loin. Le niveau d'attente est trop élevé. Alors peut-être que l'IA connexionniste pourrait faire appel à l'IA symbolique, comme 30 ans plus tôt, l'IA symbolique a fait appel à l'IA connexionniste. Moi, je suis plutôt pour la paix des ménages et faire un pacte symbolique. On jettera des jetons ensemble. Alors, il y a un certain darwinisme, c'est pas foutu. Le vieux perroquet automate qui a 3 ans, là, GPT, le lama
qui a à peu près le même âge. Le gros dauphin R1 qui est un peu plus jeune, dans le mur. Mais le Pégase avec des ailes symboliques, on ne sait pas. On ne sait pas, il faut se lancer. Alors, on est déjà dans l'ère de l'IA générale parce que on a le neurosymbolique. Il y a des gens qui y travaillent depuis 5, 6, 10 ans. Et on n'a pas attendu GPT. En fait, c'est dit, il faut les deux, c'est connexionniste plus symbolique. Le coup des transformers, c'est que ça a mis une espèce de de coup de nitro dans le moteur. Mais c'est pas fini. Peut-être qu'il faut freiner un peu. En tout cas, est-ce que vous voulez faire confiance à ça s'il ne sait pas où il vous mène? Et là, c'est une belle métaphore. Hein. Vous vous rappelez l'aveugle qui mène les aveugles? Ils vont tous dans le caniveau ou plus bas. La concordance des modalités, l'interprétation, la vérité, la factualité, la cohérence, va falloir qu'on se coltine un système qui coupe tout seul ses tokens, qui sent, qui flaire, qui écoute, qui regarde et qui se mette à déduire, à induire, à donner du sens à nos données, à raisonner sur les règles, à être traçable, à être peut-être le moyen de faire un monde d'intelligence artificielle, pas de refaire un monde d'intelligence artificielle nouveau. Jean-Pierre Raffaelli, c'est un goût de bonheur à Marseille. Il est décédé il y a quelques années. Metteur en scène, homme de théâtre. Et ça vaut le coup de manger avec lui parce que vous en sortez toujours grandi. N'essayez pas de refaire le monde, faites-le. Et comme disait Stéphane Schultz à la dernière présentation ici, c'est à vous de le faire dans l'école, d'inventer la forme de demain, de bricoler ces formes qui vont fonctionner et d'utiliser votre jus de raison. On pourrait même dire, désormais, l'IA, elle est déjà capable de créer une autre IA, si vous la promptez bien, même si elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais parce qu'elle le fait avec votre poésie, votre force créative. Allez, c'était le moment positif, merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup Tristan pour cette présentation. C'est l'occasion, si vous avez des questions. On va essayer d'être un peu courte sur les questions pour laisser le temps pour le deuxième speaker. On va prendre... ouais. Merci, j'ai beaucoup apprécié de revoir Elisa justement en 1965, qui a été bluffant et ça a marqué l'histoire à l'époque de chatbot, tout premier chatbot qui pesait 128 kilooctets à l'époque et qui était assez bluffant de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA symbolique va aider à l'évolution de l'IA aujourd'hui? Est-ce qu'on va le réintégrer à l'intérieur et est-ce que c'est la suite qu'on va avoir dans les quelques années qui viennent, à ton avis? Alors, on s'y attache déjà. C'est-à-dire que là, le dessin un peu humoristique où on rajoute tout ce qu'on peut dans l'entonnoir pour booster la création et l'inventivité et le raisonnement de ces systèmes, on est déjà dedans. Toutes les publics qui apparaissent aujourd'hui, c'est pour gagner ça de raisonnement. Et il y a des choses fabuleuses. Il y a par exemple, on a trouvé le moyen de comprimer l'apprentissage de choses de raisonnement juste grâce à la suppression d'entropie dans le vocabulaire d'apprentissage. Donc il y a des découvertes. On a découvert aussi qu'il valait mieux apprendre à une IA, non pas en lui montrant comment on fait, mais en lui expliquant. C'est des découvertes. On revient finalement au métier, peut-être pas seulement l'IA symbolique, mais au métier de la transmission. On revient à l'observation symbolique. Et il y a Yann LeCun aussi qui a débloqué ces modèles conceptuels, c'est-à-dire qu'on met de côté le langage où tous les mots sont au même niveau de langage. Ça, c'est Russell, début du 20e, fin du 19e. C'est
Les mots ne sont pas au même niveau. Donc il y a des concepts qui s'élèvent au-dessus d'autres parce qu'ils les manipulent. Et ça, Yann LeCun trouve le moyen de le faire. Et il n'est pas tombé de la dernière pluie. Donc il s'est lancé là-dedans. C'est une très bonne piste. Et peut-être qu'on va donc débloquer la compétence raisonnement. Moi, je suis toujours comme ça, là, fervent et étonné. Voilà, comme au premier jour. Donc oui, on va peut-être y arriver. Super. On a d'autres questions ou on peut commencer avec le deuxième speaker? Bon. Ok. Bah, Merci beaucoup. Tristan.